Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Et merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Nous sommes ravis et très honorés de pouvoir discuter avec vous de questions de fond qui ont trait avec la fonction que vous avez exercée. Monsieur le Président, bonjour et merci encore d'avoir accepté notre invitation à débattre. Alors comme le disait Marie, l'idée de cet entretien, c'est de réfléchir avec vous et grâce à vous aux causes de la crise qui touche aujourd'hui nos institutions et dans laquelle d'ailleurs vous avez reconnu votre part de responsabilité, mais aussi et surtout aux solutions que nous pourrions apporter. Alors les institutions, nous allons essayer de les aborder ce soir ensemble sous deux angles que vous connaissez bien, puisque vous avez été à la fois élu local, vous avez été chef de parti, mais aussi évidemment président de la République. Alors, ces deux angles, le premier, c'est celui de la relation entre les différents pouvoirs, de l'équilibre des pouvoirs, et sur ce point, il y a 2 pages dans votre dernier livre dont nous pourrons discuter. Le deuxième, c'est celui, comme le disait Marie, de la confiance entre le citoyen et le politique, qui semble aujourd'hui quelque peu rompu, qui semble aujourd'hui quelque peu mise à mal. Alors le premier point sur lequel nous souhaitions en fait vous interroger, c'est celui de la réforme des institutions que vous proposez, à savoir la suppression du poste de Premier ministre. Vous partez d'un constat qui est celui que la fonction de Premier ministre et celle de Président de la République aujourd'hui se télescopent, en particulier depuis la mise en place du quinquennat et l'inversion du calendrier électoral qui fait que les législatives sont juste après la présidentielle. Pour vous, évidemment, aujourd'hui, on ne sait plus si le Premier ministre est chef de la majorité ou le simple collaborateur du Président de la République. Et donc, vous proposez de trancher le nœud gordien, comme disait Pompidou, c'est-à-dire de supprimer purement et simplement ce poste et de vous orienter vers un régime plutôt à l'américaine, c'est-à-dire présidentialisé. Là, nous voulions vous poser une question qui est de savoir si vous ne pensez pas que, en faisant ce type de réforme, vous pourriez créer un hyper-président qui n'aurait pas véritablement les forces de rappel du régime américain, mais aussi de la culture politique américaine, sachant qu'en France, évidemment, le Parlement a un rôle plutôt faible et que la culture politique française est toujours teintée de bonapartisme. D'abord, les institutions de la Ve République ont été contestées dès l'origine. Il n'y a pas eu de temps où la question de la réforme des institutions ne s'est pas posée. Le lien entre les citoyens et l'exécutif a été aussi plusieurs fois sujet à débat, ce que le général de Gaulle lui-même avait pu comprendre en multipliant les référendums, car il sentait bien que sa légitimité devait être plusieurs fois confirmée. S'est ajoutée à ce débat sur les institutions une crise de la représentation et même, disons-le, une crise politique qui vient mettre les partis, mais d'une manière générale les corps intermédiaires, en question quant à la relation qu'ils sont capables de nouer avec les citoyens. Donc nous sommes devant un double débat, le débat institutionnel, je vais y venir, et un débat démocratique. Comment que nous allons aborder après. On va en parler après, c'est bien donc organisé ce débat. Comment faire pour que les citoyens puissent être acteurs de leur propre vie en commun. Je parle de la vie en commun, de leur propre vie, ils y parviennent. Alors je viens sur les institutions. Vous l'avez rappelé, beaucoup ont appelé une 6e République, sans d'ailleurs dire exactement ce qu'ils y mettaient dans la 6e République. Pour un bon nombre, c'était la fin de l'élection du président de la République au suffrage universel. Je me suis souvent moqué de cette position en disant que ça sera quand même difficile pour un candidat à la présidence de la République qui veut changer les institutions de venir devant le peuple français en disant c'est la dernière fois que vous voterez pour un président de la République et en conséquence pour moi. Vous allez me dire, j'ai quand même anticipé sur ce processus. Mais c'est très difficile au-delà de la capacité qu'aurait une personnalité à défendre cette position devant le suffrage universel, mais c'est très difficile d'imaginer que les Français veulent renoncer à l'élection du président de la République au suffrage universel et revenir à un régime purement parlementaire. Écartant donc cette révision constitutionnelle qui serait finalement le retour à la 4e République, la 6e République, c'est pas offensant dans ma bouche, car j'ai du respect aussi pour la 4e République et pour ce qu'elle a fait pour le redressement de notre pays. Mais ce n'est pas le sujet. Donc la 6e République, entendue en tant que régime parlementaire, me paraît aujourd'hui à la fois inadaptée à la situation d'aujourd'hui et en plus inappropriée pour convenir aux Français.
la deuxième voie, 6e République ou 5e République modifiée, c'est d'aller jusqu'au bout de la logique du quinquennat et aussi de l'inversion du calendrier. Et de considérer que, loin de renforcer le Parlement, cette révision l'a encore davantage étouffé. Dans la mesure où les députés étant élus immédiatement après l'élection du président de la République, ils se trouvent dans une position d'une certaine façon ou soumise ou frondeuse. On y reviendra. Dès lors, je pense qu'il faut aller jusqu'au bout. Le Premier ministre qui procédait de la majorité de l'Assemblée nationale, y compris pour les tenants de la Ve République, qui devait donc être le chef de la majorité. Le Premier ministre, aujourd'hui, ne procède plus de la majorité de l'Assemblée nationale et n'est pas le chef de la majorité. Pour rester dans l'actualité, Édouard Philippe n'est même pas membre d'En Marche. Vous allez me dire, ça ne lui coûte pas forcément beaucoup, mais il ne l'est pas. Et il n'est pas considéré comme le chef de la majorité. Le chef de la majorité, d'une certaine façon, c'est le président de la République lui-même. En plus, le Parlement est contraint, aujourd'hui, dans les institutions de la Ve République, par plusieurs procédures, le vote bloqué, le droit d'amendement et, bien sûr, le 49.3. Et peut être aussi soumis à la menace d'une dissolution par le président de la République de l'Assemblée nationale. Donc, si on comprend que nous sommes à un moment où il faut qu'à la fois il y ait une autorité et une seule au sommet de l'État, et que ça ne peut être que le président de la République, et qu'il faut parallèlement renforcer les droits du Parlement, c'est donc la suppression du poste de Premier ministre qui me paraît être la réponse qui entraîne la fin du droit de dissolution pour le président et la fin, bien sûr, de la question du 49.3 pour rester dans des formules bien connues. Vous me parlez du régime américain. C'est vrai que nous n'avons pas la même culture. C'est vrai que nous sommes surtout, les historiens s'en souviennent, nous sommes surtout marqués par la Deuxième République, où nous avions un régime présidentiel qui s'est terminé, comme vous le savez. Et il y avait aussi l'impossibilité qui était faite au président de la République de l'époque, Louis-Napoléon Bonaparte, de se représenter, ce qu'il n'a pas supporté. Et ça a donné l'Empire. Mais il y a donc une nécessité d'essayer de comprendre pourquoi c'était un échec en France au milieu du XIXe siècle et pourquoi, malgré notre différence profonde par rapport à la culture américaine, nous pouvons aujourd'hui plaider pour un régime présidentiel avec un Parlement qui se trouverait largement renforcé. Alors moi j'ai deux remarques sur ce que vous venez de dire. La première, c'est quand vous proposez de changer autant les institutions, et même en soi d'aller contre l'esprit des institutions, puisque le général de Gaulle s'était exprimé à plusieurs reprises contre cette idée de présidentialiser véritablement la Ve République. Il l'avait dit dans un discours célèbre de 1964. Pourquoi ne pas véritablement proposer de passer à une 6e République qui serait en fait différente de celle de Mélenchon ou de Benoît Hamon. Et deuxième question que j'aimerais vous poser, c'est concrètement, quels seraient les garde-fous ? Par exemple, envisagez-vous qu'il soit possible de faire en France des élections de mi-mandat, par exemple, comme c'est le cas aux États-Unis, c'est-à-dire de réduire le mandat parlementaire ? Prenons l'exemple des États-Unis, et l'exemple le plus concret. Le président des États-Unis veut installer un mur entre l'Amérique et le Mexique. Le Congrès ne veut pas le financer. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un conflit et il y a ce qu'on appelle le shutdown qui fait que l'État, à un moment, est arrêté et que le président des États-Unis est obligé de céder. Alors même qu'il dispose d'une majorité dans une des assemblées et qu'il n'a pas la majorité dans l'autre. Deuxièmement, un Parlement, quel est son premier geste ? Quel est son premier devoir ? Quel est son premier acte ? Quelle est sa souveraineté ? Sa souveraineté, c'est de voter le budget de l'État. Eh bien, le Parlement, si il n'a pas de contrainte sur lui, voterait le budget qui lui paraît le plus conforme à ce qu'est l'intérêt de la majorité, ou en tout cas l'intérêt des électeurs représentés par les parlementaires. Ensuite, sur les capacités qu'aurait le président d'aller au-delà de ce que peut proposer le Parlement, le droit de veto. Je ne propose pas spécialement le droit de veto.
Et c'était une disposition qui existait sur la Seconde République et qui existe aux États-Unis. Ensuite, sur le renouvellement de l'Assemblée nationale, ça c'est un sujet qui va venir de toute façon. En se disant, pour essayer d'éviter qu'il y ait une permanence de la même majorité, ce qu'il ne faut pas renouveler plus souvent la légitimité de cette Assemblée. Aux États-Unis, c'est le cas, puisque c'est des élections de mi-mandat. Ce n'est pas tout à fait impossible de le proposer. Je n'ai pas tout à fait ma conviction arrêtée là-dessus, mais c'est possible. De la même manière que l'élection des députés à la proportionnelle, aujourd'hui, dans le régime tel que nous le connaissons, serait extrêmement difficile à admettre, sauf à penser que le président n'aurait plus de majorité pour agir. Et le Premier ministre de majorité pour être lui-même investi. Dans un régime présidentiel, on peut concevoir qu'il puisse y avoir une part de proportionnelle plus importante. Parce que le Parlement retrouverait des droits et des initiatives qu'il n'a pas aujourd'hui. Donc, contrairement à une idée reçue, le régime présidentiel affaiblirait le Parlement. Non. Aujourd'hui, c'est l'ambiguïté de nos institutions, c'est-à-dire une Ve République qui a investi un président de la République au suffrage universel. En 1964, De Gaulle n'avait pas été encore élu au suffrage universel. Et un Parlement finalement très abaissé, ce qui était la volonté du général de Gaulle, mais qui pouvait au moins avoir un contrôle sur le Premier ministre, et le Premier ministre lui-même jouait un rôle dans nos institutions. Le président de la République étant élu pour 7 ans, disposant finalement d'un temps plus long que l'Assemblée nationale, finalement, c'est le Parlement qui en a été la victime. Et pourquoi alors ne pas tenter de revenir à la lettre des institutions avec quelques modifications, comme le proposait d'ailleurs la Commission pour l'avenir des institutions, qui était sous votre quinquennat, qui a publié ses travaux en 2014, et qui proposait justement de redonner son importance au Premier ministre et de redonner au Président sa place et sa hauteur de vue, sa vision de long terme dans la politique de la France. Dès lors que le mandat du président de la République est de 5 ans. Mais est-ce que ce n'est pas réversible ? C'est-à-dire ? Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer de revenir, quitte à faire une réforme institutionnelle importante, revenir... Si vous interrogez les Français sur la durée du mandat, je doute qu'ils proposent de l'allonger. C'était ce que proposait votre... Je voudrais le raccourcir. Je parle du mandat du président de la République. Donc, le besoin, c'est le renouvellement démocratique. Et donc revenir au septennat, certains l'ont à l'esprit, je ne pense pas que ce soit... Ou en tout cas désynchroniser l'élection présidentielle. Alors, ça c'est autre chose. On peut désynchroniser les deux scrutins, on peut faire qu'il puisse y avoir une discordance. Elle est très difficile, on l'a vécu 3 fois la cohabitation. Elle est très difficile dans un régime parlementaire, parce que dans un régime parlementaire, ce que la Constitution de 58 est aussi, le Premier ministre dispose de l'essentiel du pouvoir exécutif. Dans un régime présidentiel, la discordance entre la sensibilité politique de l'Assemblée nationale, enfin, du Parlement, et la sensibilité du président peuvent cohabiter beaucoup plus facilement, parce que les répartitions de compétences et de pouvoir sont beaucoup plus claires. Mais faire élire un président de la République pour 5 ans et lui imposer une cohabitation qui dure 5 ans, c'est... C'est ce qui est presque possible avec des élections de mi-mandat. C'est annuler presque la capacité du président pour agir. Donc je ne suis pas donc favorable à ce qu'on rallonge le mandat du président de la République, même si on peut concevoir qu'il peut y avoir des élections plus fréquentes. Sur ensuite le rôle du Premier ministre. On dit qu'il faut renforcer le rôle du Premier ministre. Enfin, bien comprendre là aussi, je peux parler peut-être avec expérience. Contrairement, là aussi, à bien des idées arrêtées et des enseignements répétés, la réalité du pouvoir exécutif est à Matignon, pas à l'Élysée. La plupart des arbitrages se font à Matignon, pas à l'Élysée. Le président peut évoquer des sujets, peut arbitrer sur les grandes orientations, mais la vie quotidienne, celle qui va rythmer l'activité de l'État, c'est au niveau du Premier ministre. Ce qui est quand même très difficile à comprendre pour les citoyens. Qu'est-ce qui se passe, les citoyens ? Ils élisent tous les 5 ans un président de la République. Ils pensent qu'il a tous les pouvoirs. En tout cas, ils pensent qu'il est responsable de tout. Et que c'est très difficile pour un président de la République de dire qu'une décision
a été prise en dehors de lui. Ça peut arriver, on dirait, dans la période qu'on connaît, ou qu'il n'a pas été informé d'une décision. Parce que pour les Français, forcément, le président de la République est à l'origine de tout, est responsable et comptable de tout. Et pourtant, dans le fonctionnement de nos institutions, c'est au niveau de Matignon que, par exemple, est rattaché le secrétariat général du gouvernement, là où se préparent les textes. C'est là que la plupart des ministres vont pour les arbitrages budgétaires. Ce n'est pas à l'Élysée. À l'Élysée, c'est essentiellement pour des budgets sensibles. Michel s'en souvient, quand nous étions en discussion pour la défense nationale, notamment, où là, l'arbitrage du président est forcément attendu. Donc il y a une forme de hiatus qui s'introduit entre, d'un côté, le fonctionnement des institutions où le Premier joue un vrai rôle, contrairement à ce que pense l'opinion qui imagine que tout se concentre à l'Élysée. C'est pour ça qu'il y a une forme d'illusion dangereuse d'ailleurs pour nos institutions, parce que c'est toujours le président qui est visé, alors même que le partage des tâches dans l'exécutif est finalement beaucoup plus compliqué qu'on ne le voit extérieurement. Merci. Maintenant, j'aimerais aborder un deuxième point, et dans le temps qu'il nous reste, c'est justement cette relation de confiance qui semble un peu rompue avec les citoyens. Vous proposez notamment, et vous avez proposé d'ailleurs à plusieurs reprises, de revaloriser les corps intermédiaires. C'est pour vous un sujet très important. Mais est-ce qu'il n'y a pas là une certaine contradiction, puisque si nous regardons les enquêtes qui sont menées, nous pouvons voir que, par exemple, les Français n'ont pas confiance à 90% dans les partis politiques, n'ont pas confiance à 70% dans les syndicats, et les élus locaux atteignent à peine 40% de confiance. Donc n'y a-t-il pas là une sorte de contradiction, et peut-être même, n'est-ce pas, une réponse un peu d'un autre temps, au sens où nous sommes aujourd'hui dans une dynamique qui est celle de la suppression des intermédiaires, aussi bien en économie que dans le domaine démocratique, notamment avec les technologies numériques. Vous me renvoyez dans le vieux monde, si je comprends bien. Non, c'est une question d'actualité. Je l'assume, parce que moi, je ne fais pas de distinction entre les mondes, vieux ou nouveaux. Je pense qu'il n'y a qu'une démocratie, que cette démocratie doit se renouveler, doit s'enrichir, doit se porter au plus près des citoyens, mais doit être incarnée. C'est pour ça que nous devons conjuguer la démocratie représentative et la démocratie participative comme la démocratie directe, c'est-à-dire citoyenne. C'est l'ensemble qui justifie que nous soyons en démocratie. Dans certains pays, il y a une démocratie où les dirigeants sont élus, mais il n'y a pas nécessairement des représentations acceptées, partis, syndicats, tels que nous les connaissons, et il y a rarement la consultation des citoyens, sauf sous forme plébiscitaire. Ça peut arriver aussi. Alors, vous dites les représentants ne sont pas populaires, mais ils n'ont pas à être populaires, ils sont utiles. Nous avons besoin de les défendre et de les justifier. Prenons l'exemple peut-être le plus direct qui nous vient à l'esprit, les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, c'est un mouvement spontané, une colère qui s'exprime, des manifestations qui se multiplient et difficulté pour trouver un dialogue avec des responsables. Les chefs auxquels ils se sont à un moment raccrochés ont été accrochés et après décrochés. Donc la difficulté, c'est de trouver un débouché avec des représentants désignés. Même dans les mouvements qui remontent à loin, que cette école a pu connaître, en mai 68, il y avait quand même des représentants. Il y avait les représentants du SNESUP, il y avait les représentants du mouvement du 22 mars, il y avait les représentants de l'UNEF, même s'ils étaient contestés par la base, mais c'était des représentants. Lorsqu'il y a eu des grands conflits sociaux, pas simplement en mai 68, en 1995 et dans d'autres époques, il y avait des représentants syndicaux qui prenaient leurs responsabilités et qui pouvaient trouver, à travers des Grenelles, des Matignons, tout ce qu'on voulait, qui pouvaient trouver une conclusion. La société a besoin, à un moment, qu'il y ait des délégués qui représentent les citoyens, voire même les manifestants, pour qu'on trouve des solutions communes.
Ça ne veut pas dire qu'il faille écarter l'idée d'une participation, de débats réguliers sur des textes, et voire même des consultations directes, propositions notamment de référendum d'initiative citoyenne, qui peut d'ailleurs être conjuguée avec d'autres initiatives parlementaires ou initiatives, bien sûr, de l'exécutif. Donc moi, je suis pour que notre société puisse avoir de respect pour les représentants. De la même manière, sur les syndicats, il est facile de se passer d'eux. Il est même tentant de les écarter ou de les dépasser ou de les contourner. Mais comment on fait pour répondre à des revendications sociales ? Le paradoxe de cette situation qu'on a connue et qu'on connaît encore à travers les manifestations des Gilets jaunes, qui se sont pris aux institutions, qui se sont pris au président de la République, qui se sont pris quelquefois aux élus locaux, là vous avez raison, mais s'en sont-ils pris au patronat, aux employeurs, au monde économique, si je puis rajouter, au monde de la finance ? Non, parce que ce n'était pas forcément ce qu'ils avaient à l'esprit. Ce qu'ils ressentaient, c'était peut-être un sentiment d'abandon, une humiliation, une peur de l'avenir, des questions de pouvoir d'achat qui les taraudaient. Mais ils ne s'en sont pas pris, alors que dans une société organisée, quand il y a une question de pouvoir d'achat, c'est quand même avec les partenaires sociaux qu'on essaye, en plus de l'État, de régler. Donc on a absolument besoin de corps constitués. Et je pense que cet équilibre n'est pas trouvé. Et que le risque, c'est que tout revienne vers le sommet de l'État, avec, à ce moment-là, la difficulté de trouver une issue. Mais vous parlez tout à l'heure d'utilité, et ce sera peut-être ma dernière question, mais comment faire face justement à cette idée qui se répand dans une part croissante de la population, que justement les hommes politiques, le personnel politique n'est pas utile, voire va même contre ses souhaits ? Comment faire face à cela, et justement aussi à la montée qui est parallèle de cette idée que finalement l'homme politique, le dirigeant politique, qui justement avant avait une relation intermédiaire par justement ces corps intermédiaires, ne deviennent pas... Je me réexplique. Comment plutôt faire face à cette idée que l'homme politique ne doit plus être un décideur, mais simplement l'intermédiaire entre une décision collective et sa mise en œuvre, mais ne doit plus décider, n'a plus cette utilité-là ? D'abord, il y a la question de la représentation. Est-ce que les femmes et les hommes politiques, ça vaut aussi pour les organisations qui sont censées représenter les salariés ou les employeurs, ressemblent à l'ensemble de la société, des territoires et de la diversité du pays ? Ça, c'est une vraie question. On a pu renouveler pratiquement l'ensemble du personnel politique en 2017. On n'a pas changé la sociologie de la représentation à l'Assemblée nationale et au gouvernement. Et dans l'après-guerre, et même ça a été vrai au début de la Ve République, et aussi en 1981, l'Assemblée nationale, sans être totalement le reflet de la société, permettait aux électeurs d'être, à leurs yeux, incarnés, permettait une identification. Le Parti communiste, même si ses dirigeants depuis longtemps n'étaient plus ouvriers, le Parti communiste réclamait de la classe ouvrière. Et pour certains de ses dirigeants, ils parlaient même comme des ouvriers. Le Parti socialiste, qui a été longtemps moqué même pour être le parti des instituteurs. À l'époque, on disait des barbus, mais aujourd'hui, ça aurait un autre sens. Donc, en 1980, c'était ça, le monde des instituteurs. Le monde des instituteurs était un monde qui venait de classes populaires. Souvent, c'était des enfants de ces milieux populaires qui étaient devenus instituteurs, qui étaient une forme de promotion sociale, ou d'autres enseignants. La droite française représentait des catégories agriculteurs, commerçants, petits chefs d'entreprise. Tout ça a changé, a muté, si on veut dire. Et une partie de la société française ne se retrouve pas dans ces représentants. Aussi bien, d'ailleurs, dans ce qu'on appellerait les départements ruraux, que dans les petites villes, ou même que dans les quartiers. Ça ne veut pas simplement dire une affaire de couleur, ou une affaire de diversité. Non, c'est plus que cela. C'est une affaire simplement de représentation. Donc ça, c'est le premier sujet. Ensuite, l'utilité d'un représentant, c'est pas simplement d'aller écouter ou d'aller transmettre
c'est aussi de prendre sa responsabilité, de prendre une décision. Peut-être, pour donner un exemple concret, sur le mariage pour tous, comme avant sur l'interruption volontaire de grossesse ou sur la peine de mort. Le rôle du député, du parlementaire, c'est pas simplement d'aller voir ses électeurs ou dire qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Vous êtes pour, vous êtes contre ? Vous êtes à moitié ? C'est pas simplement pour essayer de jauger, il peut être écouté. Mais à un moment, il doit prendre sa décision. Il doit prendre à la fois librement et collectivement sa décision. Et il doit le faire en ayant à cœur de correspondre à l'intérêt général et à l'intérêt du long terme. Qu'est-ce qu'une réforme de cette importance va avoir comme conséquence, pas simplement pour aujourd'hui, mais pour demain et pour la société française ? Être le représentant, c'est prendre une décision. Et c'est pas simplement dire, voilà ce que je ressens dans la société, on n'a qu'à faire un référendum sur ces sujets que je viens d'évoquer. Non, on peut en faire, mais ce n'est pas finalement automatique. Il y a un moment où le débat justifie qu'il y ait même une prise de responsabilité. L'utilité, c'est aussi d'aller au plus près des citoyens, de tenir des permanences. Avec ce que vous avez dit sur les réseaux sociaux, ce qui est très vrai. Quand j'ai commencé ma vie politique, au début des années 80, quand je venais devant des électeurs, j'en savais plus qu'eux. Ils venaient m'écouter, non pas simplement pour partager mes convictions, mais pour avoir une information, pour avoir un éclairage, une connaissance. D'une certaine façon, la démocratie, c'est de l'éducation populaire. Aujourd'hui, quand un élu vient devant des citoyens, y compris dans cette période de grand débat, le citoyen pense qu'il en sait autant, voire davantage même, que l'élu. Et comme il consulte plus régulièrement les réseaux sociaux, il peut véhiculer un certain nombre de thèmes qui ne sont pas forcément vérifiés. C'est ça qui crée la distance et le déséquilibre. Donc le rôle de l'élu, c'est aller au plus près des citoyens, pas simplement dans des grands débats, c'est d'aller tous les jours au contact et d'expliquer le monde. Qu'est-ce qui fait qu'un élu peut être un élu, justement, c'est qu'il a une explication du monde, une conviction et une vision pour l'avenir. Pas simplement qu'il est le reflet de l'écho qu'il entend sur un marché ou dans sa permanence parlementaire. C'est pour ça que je défends le rôle des élus, mais il faut que les élus se défendent eux-mêmes. Je ne parle pas des élus locaux, c'est beaucoup plus simple. Quand on était élu local, vous avez rappelé ou tout à l'heure que j'étais passé d'un bon formidable de président du Conseil général à président de la République. J'étais aussi parlementaire. Mais un élu local, et c'est pour ça que cette fonction est très valorisante, lui, il peut travailler, il peut répondre, il peut changer la vie quotidienne. Mais le parlementaire, si l'on pense que c'est un rôle en soi, c'est pour ça que j'ai fait le non-cumul des mandats, ce parlementaire doit faire un travail qui n'est pas simplement qu'un travail d'écoute, c'est un travail de conviction. Et c'est parce que, sans doute, depuis des années, il n'a pas été fait qu'on est dans la situation que vous décrivez. Merci beaucoup, Monsieur le Président. On va maintenant pouvoir passer au deuxième entretien et accueillir cette fois-ci Thomas. Alors après avoir abordé le sujet de la place de la démocratie dans les institutions, nous allons nous aventurer sur un terrain différent, mais qui n'est non sans lien, puisque nous allons parler de sécurité et de la façon dont la démocratie doit évoluer face aux nouvelles menaces. Donc les guerres menées durant votre quinquennat contre les djihadistes, au Mali comme au Levant, se sont en quelque sorte importées sur le sol français. Un nouveau terrorisme a émergé et a sévèrement frappé Charlie et l'Hypercacher en janvier 2015, le Bataclan en novembre de la même année et Nice le 14 juillet suivant. Quelle réponse apporter ? Donc de 2012 à 2016, les mesures sécuritaires ont fleuri. En 2014, le territoire est interdit aux djihadistes présumés. En 2015, la loi sur le renseignement instaure puis prolonge l'état d'urgence. Et dans la foulée, la déchéance de la nationalité pour les Français binationaux est envisagée. Autant de mesures dont votre gauche a dénoncé le caractère totalitaire et dont la constitutionnalité ont été remis en question et a fait débat. Donc ce sont toutes ces questions qui touchent à la sécurité intérieure que Thomas aimerait aborder avec vous. Donc Thomas, je te laisse la parole. Merci Marie, bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Et merci d'être avec nous à l'ENS.
Effectivement, la question de la sécurité intérieure est centrale étant donné l'ampleur des attentats qui ont frappé la France pendant votre quinquennat. Et j'aimerais qu'on se focalise en premier lieu sur l'état d'urgence, qui est une des mesures centrales que vous avez mises en place. L'état d'urgence, c'est un état d'exception qui a été pensé au moment de la guerre d'Algérie et qui transfère au pouvoir exécutif, à l'administration, des pouvoirs qui étaient jusqu'alors dévolus aux instances judiciaires. Le problème avec cet état d'urgence, c'est qu'il a été prolongé pendant 2 ans, alors que c'est pensé comme un régime d'exception, donc temporaire. Et même s'il a été abrogé par votre successeur à l'Élysée, il a été fait au lendemain d'une loi qui est la loi sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, qui fait passer dans le droit commun un certain nombre de mesures qui jusqu'alors étaient utilisées dans le cadre de cet état d'urgence. Entre autres, par exemple, la possibilité pour les autorités administratives de fermer des lieux de culte ou de mener des perquisitions administratives et d'utiliser les données informatiques des individus. Donc ma première question est, est-ce que cette constitutionnalisation de l'état d'urgence est compatible avec un état de droit ? Alors d'abord, l'état d'urgence n'a pas été constitutionnalisé. Je souhaitais qu'il le soit. Non ? Je disais, l'état d'urgence n'a pas été constitutionnalisé. Il est du niveau d'une loi ordinaire. C'est-à-dire, pour être adopté, la loi suffit. Je voulais que les conditions de déclenchement de l'état d'urgence et sa pérennisation dans le temps puissent être précisées, y compris par une formule constitutionnelle. Donc le fait d'avoir l'état d'urgence dans la Constitution était d'abord une garantie, beaucoup plus qu'une menace. Parce que la Constitution, elle est supérieure à la loi, et donc elle fait en sorte que le législateur ne puisse pas procéder à des mesures qui ne seraient pas compatibles avec les règles d'utilisation de l'état d'urgence. Voilà pour le droit. Ensuite, pour la situation. Lorsque les attentats, le 13 novembre, le Stade de France, les terrasses, le Bataclan se produisent, nous sommes devant un acte terroriste d'une ampleur différente de celui qui a eu lieu au début du mois de janvier, même si celui du mois de janvier avec Charlie et l'hypercacher avait considérablement mobilisé les Français et heurté profondément notre pays. Mais là, nous sommes devant une attaque qui est préparée d'Irak et de Syrie et perpétrée sur le sol français avec sûrement, et on l'aura ensuite en confirmation, des terroristes qui sont à la fois en Belgique, en France et d'autres peut-être dans des réseaux européens. L'état d'urgence m'est proposé et c'est la réponse qui nous permet de pouvoir procéder à des perquisitions et à des assignations à résidence. C'est ça l'état d'urgence, c'est de pouvoir procéder à des perquisitions administratives, pas simplement celles engagées par la justice, et qui nous permet d'assigner à résidence un certain nombre d'individus que l'on juge menaçants. Ensuite, il s'est posé une question, quand arrêter l'état d'urgence ? Le 14 juillet 2016, je vais à la télévision, comme à l'époque les présidents de la République le faisaient, pour répondre à des questions de journalistes. Et on me pose cette question. Quand est-ce que vous allez arrêter l'état d'urgence ? Même si l'état de la menace reste élevé, et je réponds, je pense que nous allons bientôt arrêter l'état d'urgence parce que ça fait déjà presque 1 an et parce que nous devrons trouver des réponses dans les lois ordinaires. Le soir même, il y a un camion conduit par un terroriste qui fauche 80 personnes à Nice. Donc l'état d'urgence ne pouvait être que prolongé. Quelques jours plus tard, il y a un prêtre qui se fait égorger dans une église à Saint-Étienne-du-Rouvray. Avec le risque, on le voit bien, on le comprend bien, que cet acte terroriste puisse déchaîner des passions entre les religions.
Donc nous avons prolongé l'état d'urgence, autant qu'il était nécessaire. Mais les perquisitions ont été beaucoup moins nombreuses et les assignations à résidence n'étaient plus que résiduelles. Et donc l'état d'urgence se serait de toute façon éteint. Là, ce qui s'est produit, vous l'avez rappelé, c'est qu'on a introduit dans la loi ordinaire ce qui existait par l'état d'urgence. D'où l'importance d'avoir des législations d'exception. Une législation d'exception, c'est par définition dans des circonstances exceptionnelles. Il y a plusieurs circonstances exceptionnelles. Il y a lorsque les pouvoirs publics sont menacés, c'est l'article 16 de la Constitution, qui a été utilisé une fois, lorsque des chefs militaires factieux avaient voulu renverser non seulement le général de Gaulle, mais les institutions démocratiques. L'article 16 peut toujours être déclenché. Mais on le voit bien, c'est à ce moment-là le président de la République qui dispose du pouvoir législatif. Le terrorisme ne justifie pas qu'on arrive à cette aventure-là. Ensuite, il y a l'état de siège, qui est une autre disposition, utilisée pendant la guerre d'Algérie, où des militaires ont pu disposer de pouvoirs civils. Et l'état d'urgence n'était donc qu'une procédure très particulière qui avait déjà été utilisée au moment où les banlieues, en 2005, avaient connu des manifestations et des explosions qui pouvaient être extrêmement dangereuses. Enfin, en tout cas, c'était ce qu'avait justifié le Premier ministre de l'époque et le ministre de l'Intérieur. Donc, je considère qu'il aurait été nécessaire de garder l'état d'urgence. Bon, pour justement bien faire la distinction entre ce qui relève du droit commun et ce qui relève d'une situation, par définition, exceptionnelle. Et y recourir autant qu'il est nécessaire. Pendant tout le quinquennat, c'était cette question. Le terrorisme existait avant que je ne devienne président de la République. Je savais qu'il y aurait sans doute encore à affronter cette situation. Ce terrorisme n'est pas né de mes propres décisions d'intervenir au Mali et en Syrie et en Irak. Je rappelle qu'il y avait eu des actes terroristes, y compris pendant la campagne présidentielle de 2012, et la France n'avait décidé de rien à cette époque. Mais ce terrorisme, il existe. C'est le réseau Daesh, même si ce réseau islamiste va être privé de territoire, il va continuer à agir. Et donc nous devons y faire face. Et toute ma question, toute ma responsabilité, c'est de savoir quel équilibre garder entre la réponse de fermeté et d'efficacité par rapport à cette menace, devait prendre forcément une place éminente, mais quelle place aussi accorder à nos libertés, de manière à ce que les citoyens ne se sentent pas entravés, empêchés, dans ces circonstances, de pouvoir disposer des libertés publiques essentielles. Cette question s'est posée notamment au moment d'être long, de l'accord sur le climat de décembre 2015. C'était un mois après les attentats du Bataclan. Est-ce qu'il fallait interdire des manifestations? Parce qu'il y avait des gens qui voulaient manifester pour le climat, déjà à cette époque, hein, et qui pensaient d'ailleurs nous aider en manifestant pour le climat. Donc on a été amené à restreindre la liberté de manifester. C'était très pénible, puisque c'était des gens qui venaient plutôt pour nous soutenir. Enfin, pas moi me soutenir, je leur demandais pas tant, mais soutenir l'engagement qui était le nôtre pour conclure l'accord sur le climat, et on les entravait dans leur liberté de manifester. Donc toujours cet équilibre qu'il faut respecter entre la liberté essentielle qui caractérise le peuple français. Parce que quand même, le 11 janvier, je le répète toujours, c'est en France qu'a eu lieu la seule manifestation, à ma connaissance, de chefs d'État et de gouvernement. Des manifestations contre les chefs d'État et de gouvernement, il y en a eu beaucoup, mais en France, on a été capable d'organiser une manifestation de chefs d'État et de gouvernement. Pourquoi? Parce que la France, c'est le symbole de la liberté. Donc il ne faut pas perdre cette liberté, mais la France doit se défendre. Et surtout quand elle est attaquée, c'est pour ça que j'avais nommé par le mot guerre ce qui s'était produit. Ça m'avait été reproché. On dit quand même, vous ne pouvez pas appeler ça la guerre. Si, on nous faisait la guerre, et on nous la faisait en plus de l'extérieur pour partie de l'intérieur.
Mais est-ce que recourir toujours au dispositif d'urgence, d'exception, a une quelconque efficacité? Parce que, par exemple, en ce qui concerne les perquisitions administratives, il y en a eu 6000, je crois, pour uniquement 41 mises en examen, dont 20 pour apologie du terrorisme. Est-ce que, du coup, lutter avec des moyens d'exception, d'urgence contre quelque chose qui est un phénomène, contre le terrorisme, qui est quand même un phénomène qui commence à s'inscrire dans la durée, a une quelconque efficacité? Là, je réponds, oui, ça a une efficacité dans les jours qui suivent. Parce qu'on peut interpeller, on peut appréhender et on peut parfois empêcher. À mesure que l'état d'urgence dure, ceux qui sont éventuellement des complices se fuient, se cachent et on ne les retrouve pas dans ces dispositifs. De la même manière, pour les assignations à résidence, vous ne pouvez pas retenir une personne, même si elle est menaçante, pendant un temps long. La justice intervient et elle libère. Donc, je dirais, pour être tout à fait clair, l'état d'urgence qu'il faut garder. On a besoin de législation d'exception pour éviter que la législation normale soit exceptionnelle. Et l'état d'urgence, son efficacité est limitée dans le temps. J'allais dire, elle s'épuise avec le temps. Une autre mesure plus symbolique, celle-ci que vous aviez proposée, était la déchéance de nationalité pour les binationaux. En fait, il s'agit d'une mesure qui plus ou moins existait déjà depuis 1993 et qui permettait de déchoir de sa nationalité un individu qui portait atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Est-ce qu'on peut concilier quand même le droit du sol, en fait, le droit du sol et le droit du sang, avec cette déchéance de la nationalité pour les binationaux, ou est-ce que ça instaure une sorte de ségrégation entre Français de souche versus Français de papier? La déchéance de la nationalité, qui a fait débat, elle existait dans notre droit. Et elle avait été utilisée plusieurs fois par Jacques Chirac, par le gouvernement sous l'autorité de Jacques Chirac. Et elle avait été aussi utilisée peu de temps avant que ne se produisent les attentats sous la responsabilité, donc la mienne et celle du gouvernement. Cette déchéance de nationalité, permise pour les doubles nationaux qui avaient acquis la nationalité en venant en France. L'élargissement qui était proposé, dans le contexte que j'ai rappelé, les attentats du 13 novembre, le besoin de consensus national, la volonté de prendre des mesures qui puissent marquer l'opinion sans d'ailleurs grand effet sur le terrorisme. Ça n'a pas d'effet sur le terrorisme, puisque c'est des gens qui sont déchus de leur nationalité, qui sont en prison et qui, c'est au terme de leur peine qu'ils peuvent éventuellement être expulsés si leur pays d'origine, le seul à ce moment-là qui les reconnaît comme national, l'accepte. Mais c'était d'élargir ça aux doubles nationaux qui avaient acquis la nationalité française dès la naissance. Et c'est ainsi, lorsque la mesure a été annoncée par moi-même au Congrès, c'est-à-dire le Parlement réuni à Versailles, il y avait un consensus sur cette idée. Puis ensuite est montée, et je l'ai compris, est montée la crainte qu'on fasse une distinction entre les doubles nationaux et les nationaux. Je ne prends pas l'expression de Français de souche parce que ça fait référence à des thèmes que je ne porte pas. Mais, et donc certains se disaient, mais je suis double national, donc je ne suis pas à égalité des nationaux, puisqu'on va me distinguer parce que je suis double national. Mais ma réponse était toujours la même, mais vous n'êtes pas terroriste. Généralement, on me répondait non. C'était rare qu'on me réponde oui, j'entends le devenir et je ne voudrais pas quand même avoir des ennuis à la fin. C'était très rare qu'on me donne cette explication. Mais c'était l'idée qu'on allait créer une distinction dans les droits et dans les devoirs. Alors, bon nombre de parlementaires disaient, mais à ce moment-là, on n'a qu'à déchoir la nationalité pour toute personne, y compris pour un Français qui n'a qu'une nationalité, la nationalité française. Alors le risque, c'était d'en faire des apatrides. Alors on disait, mais il y a une convention internationale qui protège les apatrides. Bon, on s'est dit, bon, d'accord, on va arrêter ça et on va rester dans le droit initial. Mais c'est intéressant de voir que suite à ce qui se passe en Syrie notamment, avec les familles qui sont là-bas ou des individus qui sont là-bas, qui peuvent être doubles nationaux, le débat peut revenir. Ma position, c'est que de toute façon maintenant,
ces personnes doivent être jugées en Irak, puisque c'est un État souverain. En Syrie, c'est plus discutable, et donc doivent être rapatriées, jugées et condamnées en France. Alors justement, sur la question de la justice, j'aurais aimé évoquer également la question de la justice préventive, puisque le gouvernement, sous votre quinquennat, a quand même fait passer 3 lois antiterroristes et une loi sur le renseignement en 2015, qui élargit le dispositif d'assignation à résidence. Et il y avait également le débat sur les ressortissants français partis combattre en Syrie qui désiraient regagner le territoire national. Donc est-ce que cette justice préventive qui consiste à presque condamner avant que l'acte se produise et fait du coup passer le droit de ce qui est révolu, de ce qui est accompli dans le domaine du probable et du virtuel, est-ce que cette justice préventive est encore de la justice ? Est-ce qu'elle est encore la justice d'un état de droit ? Oui, là je vais être précis. Un individu peut être menaçant, et donc il est juste, il est même nécessaire que, compte tenu de la menace qu'il présente, il puisse être assigné à résidence. Et qu'il puisse être même retenu pendant un certain temps par des mesures administratives. À un moment, cette situation ne peut pas durer, et la justice est toujours saisie après une assignation à résidence, et la justice fait en sorte que cette mesure puisse avoir un temps limité. Mais pourquoi je considère que c'est nécessaire ? Parce que chaque fois qu'il se passe un attentat, quels que soient d'ailleurs les présidents qui sont à ce moment-là en responsabilité, c'est toujours, d'une certaine façon, la même question qui est posée. Qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que vous n'avez pas fait ? Pourquoi cet individu, fiché S, n'a pas été retenu ? Vous vous souvenez des polémiques sur les fichiers S qui se sont un peu calmées parce que c'était impossible de laisser penser qu'on allait retenir administrativement toutes les personnes qui étaient fichées S. D'abord parce que ça posait une question de droit, aussi une question de sécurité, parce que la personne qui est fichée S, je dis ça pour vous tous, ne sait pas qu'il est fiché S. Donc on n'allait pas lui dire, vous savez, vous êtes fiché S, donc on vous surveille. Donc néanmoins, quand une personne représente une menace telle, fiché S ou pas fiché S, il est assez légitime de faire une assignation à résidence. Mais ce n'est pas ça le vrai sujet. Vous allez le voir apparaître. Un terroriste a été condamné il y a quelques années. Il est en fin de peine. Il est toujours, au fond, par toutes les sources de renseignement, toujours dans l'esprit terroriste, toujours radicalisé, pour rester dans la situation d'aujourd'hui. Certains disent qu'il ne faut pas le libérer. Mais la justice est passée. Que fait-on ? Donc ça renvoie à un débat qui avait un moment été aussi celui des, même si je ne fais pas de rapprochement, des criminels sexuels, dont on se disait, mais on ne peut pas les relâcher, puisqu'ils vont, au terme de leur peine, peut-être commettre d'autres actes. Il y avait une mesure qui avait été présentée par mon prédécesseur, qui disait, finalement, on va instaurer une peine de rétention, c'est-à-dire que après la fin de leur peine de condamnation, on va les garder, mais les garder à vie, alors même que la justice ne s'est pas prononcée. Donc là, il y a une inquiétude que je comprends qui se lève en disant on a quelques individus qui vont arriver au terme de leur peine. Que fait-on ? S'ils sont étrangers, on peut les expulser. Faut-il encore que le pays d'origine en soit d'accord ? S'ils sont binationaux, vous avez la réponse. S'ils sont tout simplement nationaux, nous devons les surveiller, mais les libérer, mais les surveiller. Et faire qu'à toute infraction nouvelle qui pourrait être commise, ils puissent être appréhendés. Mais voilà les questions qui sont débattues. Mais vous venez sur le plan politique. Un terroriste, au terme de sa peine, va être libéré. Il commet un nouvel acte terroriste. Qu'est-ce que vous pensez que va dire un parti, par exemple, d'extrême droite ? Il en existe, hein ?
pensez qu'il va dire oui, mais c'est le droit commun. Le gouvernement a fait son travail. Le Parlement a fait de bonnes lois. Non. On voit bien ce que peut être fait sur le plan politique. Donc pour que les démocraties puissent se tenir droit, garder la liberté comme principe, il faut aussi qu'elles puissent avoir des procédures adaptées sans pour autant remettre en cause les droits fondamentaux. Merci, Monsieur le Président. Toute dernière question. Une toute dernière question, d'accord, très bien. Je voulais parler du coup des ressortissants français qui sont partis combattre en Syrie notamment, puisque au cours de votre quinquennat, vous avez autorisé des frappes ciblées contre les camps d'entraînement djihadistes en Syrie. Très précisément le 4 novembre 2015, en fait, un peu avant les attentats. Et j'aurais aimé savoir, du coup, si est-ce que l'armée française, en fait, a le droit de tuer éventuellement des ressortissants français ? Est-ce que c'est une possibilité pour l'armée française de tuer des ressortissants français lorsqu'ils sont enrôlés parmi les terroristes ? Donc l'armée française en Syrie et en Irak est intervenue par voie aérienne sur parfois des bases logistiques de Daesh ou des camps d'entraînement, ou supposait-elle, qui nous étaient communiqués par les combattants kurdes essentiellement, ou arabes, qui nous fournissaient ces informations. Par la voie aérienne, il est très difficile de distinguer un Français d'un non-Français. Surtout quand le Français se revêt des vêtements qui ne sont pas de tradition française, si vous voulez, et qui correspondent à parfois des uniformes de combattants djihadistes. Donc les ordres qui étaient donnés étaient de façon très simple. C'était puisqu'il y avait une coalition internationale, puisqu'il y avait des frappes qui étaient organisées, coordonnées, et qui ont été intensifiées après les attentats du 13 novembre, l'ordre qui était donné, vous frappez là où il y a des combattants de Daesh, et vous frappez pour qu'on épargne les populations civiles. Moi, les ordres que j'ai donnés ont toujours été pour protéger les populations civiles. Après le reste, ceux qui étaient engagés parmi les combattants de Daesh, quelle que soit leur origine, ils ont été frappés, mais il en reste encore bon nombre. Parce que là, dans le dernier réduit à Baghouz, il y a encore des centaines, peut-être des milliers de personnes qui, pas toutes d'origine européenne, mais un certain nombre qui peuvent être français, qu'il va falloir aussi traiter. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Thomas. On va maintenant pouvoir poursuivre le débat en abordant, pour finir, une dernière crise, cette fois-ci la crise des partis politiques, et notamment la crise de la gauche, en accueillant Monsieur Christophe Prochasson. Monsieur Prochasson, et merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Donc, Monsieur Prochasson, vous êtes directeur de l'École des hautes études en sciences sociales. Vous êtes également spécialiste de l'histoire politique et de l'histoire culturelle de la France au XIXe et au XXe siècle. Et vous avez notamment consacré beaucoup de vos travaux sur l'histoire de la gauche. Et c'est justement sur cette gauche que nous aimerions vous interroger aujourd'hui tous les deux. Qu'est-ce qu'être de gauche aujourd'hui ? Historiquement, l'homme de gauche a été tantôt républicain, dreyfusard, anticlérical, puis socialiste et communiste. Le militantisme a été un trait distinctif de la gauche qui ne semble plus aujourd'hui associé à des questions culturelles. Donc, peut-on encore parler de l'union de la gauche à l'heure où les différents mouvements naissent et se séparent ? Tant de questions que nous aimerions aborder et que, je pense, votre regard d'historien croisé à l'expérience de Monsieur le Président, nous apprendrons beaucoup. Donc, je vous propose, Monsieur Prochasson, de peut-être prendre la parole quelques minutes et de clore votre intervention par une question à Monsieur le Président. Bien, merci beaucoup. Alors, votre biographie, pour être tout à fait honnête, manque de quelque chose qu'il faut que nous précisions, Monsieur le Président, puisqu'il m'est arrivé d'être conseiller du Président de la République. Alors, je n'avais ni passeport diplomatique, ni gyrophare. J'étais assez discrètement installé, mais au demeurant, j'ai exercé ce travail. Et je pense que si je fais allusion à ça, c'est parce que, tout en essayant de faire mon travail, j'ai toujours tenté de regarder un peu en historien ce qui se passait. Et avec le président Hollande, il nous est arrivé trop rarement, à mon goût, je lui dis franchement,
franchement, d'échanger sur l'histoire de la gauche, sur ce qu'était la gauche. Il lui arrivait d'inviter, de convier à sa table des historiens auxquels il posait un certain nombre de questions. Les historiens, en retour, lui avançaient leurs propres analyses. Donc je suis très content d'être là ce soir parce que, au fond, enfin, je vais pouvoir un peu échanger avec lui sur la gauche. Peut-être nous serons en désaccord complet, ce que j'espère un peu, parce que pour l'intérêt de la discussion, nous aurons sans doute plus de choses à faire valoir. Alors, comment dirais-je, on pourrait partir, c'est un petit peu là-dessus que j'avais envie de démarrer, sur une phrase d'un... Il se trouve que je fais un séminaire sur le socialisme à l'École des hautes études en sciences sociales, et je parlais tout à l'heure d'un socialiste un peu oublié, très méconnu, ancien normalien, qui a été maître de conférence ici, professeur d'allemand, Charles Andler, qui est un proche ami du bibliothécaire célèbre que vous connaissez tous, Lucien R, mais moins connu que son ami, et qui disait la chose suivante: être socialiste, c'est avoir passé par une régénération intérieure totale et par une reconstruction de tout l'esprit. Alors je pourrais m'arrêter là et soumettre cette proposition à François Hollande, mais puisque vous m'avez sollicité, je vais un petit peu aller au-delà. Et puis vous proposer quelques remarques rapides comme cela pour voir au fond où nous nous situons, parce qu'on voit bien que la proposition d'Andler, elle ne répond pas tout à fait à ce qu'est un socialiste aujourd'hui, ni même à ce que peut être le programme socialiste aujourd'hui, si tant est que les socialistes est encore un programme au sens très large, pas simplement comme un catalogue de mesures, mais une vision du monde en quelque sorte. Alors, j'ai envie de commencer par la remarque suivante. D'abord, c'est la question du rapport que la gauche en général, et les socialistes en particulier, ont avec l'histoire. Il faut bien faire le constat que souvent les socialistes ont moins réfléchi à l'histoire qu'ils n'ont eu un usage, comment dirais-je, un usage plutôt commémoratif ou célébrateur. La gauche a souvent plus célébré son passé qu'elle n'y a réfléchi. Et je pense que c'est une erreur importante, qu'elle paye au prix fort aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que si on prend un peu de distance, alors je vais vous faire une vue très cavalière des choses, on pourra sans doute mieux comprendre le point où nous en sommes, et c'est un point, convenons-en, qui n'est pas très avantageux pour la gauche. Si en effet on réfléchit à ce qu'a été la gauche sur, allons, soyons larges, sur ces 200 années d'histoire, après la Révolution française. Il y a d'abord eu, la gauche socialiste au sens très large, a pu se définir d'abord comme réorganisatrice. D'ailleurs, les premiers socialistes du XIXe siècle parlaient surtout d'organisation. C'est ça leur grand mot. D'organiser une société... Oula, j'ai rien touché pour ça. Je suis un peu technophobe, alors voilà. Aider, voilà, merci. Pourtant, la science et le socialisme doivent aller du même pas. Donc, de réorganiser une société qui avait été brisée par la Révolution et qu'il convenait de remettre sur pied. C'est donc, décidément, j'ai pas de chance, je pense ce micro... Merci beaucoup. Jusqu'où va ma bonté ? Oui, mais vous n'êtes pas rancunier, Monsieur le Président. Voilà. Merci. Donc, réorganiser la société, ça a été un premier mode de définition de soi. Il y a le deuxième temps, en quelque sorte, le deuxième âge, qui est lié évidemment à l'industrialisation. C'est-à-dire un moment où la gauche prend en charge, au fond, pour aller vite, la classe ouvrière, les dominés, ceux qui sont menacés par l'ordre capitaliste. Et le socialisme devient le parti de la classe ouvrière. Vous y faisiez allusion tout à l'heure, je crois. Et cette longue phase, au fond, a porté le socialisme. C'est le socialisme de Jaurès, c'est le socialisme de Léon Blum, et de ces grandes figures du socialisme-là, qui ont un acteur historique, qui est le prolétariat, l'ouvrier, sous différentes figures. Et puis il y a eu un troisième temps,
il y a eu un troisième temps, plus bref sans doute, où la gauche et le socialisme ont pris en charge en quelque sorte la libération des mœurs, à partir des années 60 et 70. Donc, réorganisation, le temps de la réorganisation, le temps de l'industrialisation et le temps de la libération des mœurs. Et à chaque séquence, me semble-t-il, la gauche pouvait se définir. Et puis, dans les années 80, il s'est passé quelque chose. C'est bizarre, ça s'est passé précisément au moment où la gauche était au pouvoir et installée longuement, durablement au pouvoir, y en étant chassée parfois, y revenant, etc. Et à ce moment-là, elle s'est en gros trouvée privée de ces caractéristiques-là. Privée d'abord de futur, c'est-à-dire d'une représentation du futur. Elle s'est trouvée privée de ces grands récits doctrinaux, à commencer par le marxisme, dont le socialisme avait fait son miel, mais aussi de notions comme le progrès, qu'elle a mis en discussion. Elle a plutôt versé du côté du relativisme, critiqué la raison. Et donc, ce fondement-là a disparu. Deuxième quelque sorte, démontage, il n'y avait plus d'acteurs historiques. Où était le prolétariat ? La société devenant plus complexe, les classes moyennes surgissant, se multipliant, la gauche s'est trouvée face à une difficulté de définition sociologique. Et puis, troisième déstabilisation, cette fois-ci, due à la fragilisation des institutions qui l'avaient portée, les partis et les syndicats. Et nous sommes dans cette phase-là, peut-être au terme de cette phase-là, mais en tout cas, qui rend évidemment la gauche, vous voyez, au terme de cette histoire de 200 ans, dans un moment, je crois, particulièrement difficile. Et pour conclure, je pourrais prendre une image, au fond, si on considérait que toute cette histoire est une tragédie, je dirais comme dans la tragédie classique, il y a eu pour la gauche très longtemps une unité de temps, sortir de l'histoire pour faire le socialisme, pour sortir du capitalisme, une unité d'action, l'émancipation du peuple, et puis une unité de lieu qui était la nation. Et ces trois unités-là se sont aujourd'hui, je crois, effondrées, en tout cas, ont été mises en discussion. Alors voilà le bilan que je soumets au président Hollande en lui disant il est temps, comme le disait tout à l'heure mon ami Frédéric Worms, de renverser la courbe de l'histoire de la social-démocratie. Merci beaucoup. D'abord, sur le plan personnel, je suis heureux que Christophe Prochasson ait pu enfin me poser des questions qu'il retenait depuis des années et qu'il n'avait pas eu l'occasion, durant sa présence à l'Élysée, mais il était absorbé par tant de tâches, de me soumettre. Mais nous avions déjà des échanges sur cette question-là. Quelle est la question ? Est-ce que la social-démocratie, est-ce que le socialisme en a terminé avec son projet, avec son histoire ? Est-ce que c'est la fin d'un cycle ? Est-ce que ce que pendant un siècle, des hommes et des femmes ont porté vient de trouver là, finalement, son accomplissement ? Est-ce que la social-démocratie, par ses propres réussites, l'État-providence, la libéralisation des mœurs, un modèle démocratique, a finalement accompli sa tâche, son destin, et qu'elle devrait laisser la place à d'autres ? Le problème, c'est à qui ? À qui ? À ceux qui se replient sur la nation en considérant qu'elle devrait être justement le cœur des politiques publiques et l'occasion de retrouver de la souveraineté. Ils sont à l'œuvre. Il y en a beaucoup qui, aujourd'hui, en Europe, représentent cette thèse. Et il y a même aux États-Unis un leader qui se veut le leader de l'extrême droite à l'échelle du monde, recevant Bolsonaro pour même l'inviter à rentrer dans l'OTAN, ce qui, quand même, géographiquement, nous avait jusqu'à présent échappé. Mais
Donc si le Venezuela attaque le Brésil, vous imaginez, nous serons obligés d'envoyer des soldats, peut-être par la Guyane, pour arriver à disperser ces malfaisants. Qui a dit d'ailleurs, Donald Trump, ce qui m'a rassuré, parce que donc ça veut dire que le mot existe, qu'il fallait en finir avec le socialisme. Ah bah, ça tombe bien. Ça tombe bien, parce que c'est vrai qu'il faut toujours avoir des adversaires. J'en ai nommé quelques-uns dans ma vie, mais là, on en a un. Je ne parle pas de la personne, je parle de ce mouvement qui est le nationalisme, qui d'ailleurs a toujours été en face du socialisme. L'affaire Dreyfus en était un exemple, mais d'autres encore, et notamment l'entre-deux-guerres. Quel est l'autre modèle ? L'autre modèle, c'est le libéralisme tempéré, modéré, corrigé, qui viendrait nous dire que finalement, aujourd'hui, c'est le perfectionnement de nos mécanismes, de nos institutions qui peut devenir la règle et qui ferait que nous serions dans un libre-échange, là aussi corrigé, sans qu'il soit besoin de répartir les richesses ou de modifier l'ordre social. Et puis, il y a l'écologie, en se disant, finalement, aujourd'hui, la seule cause qui en vaille la peine, c'est la cause humaine. Si nous devons mourir faute de pouvoir respirer, vaut mieux être écologiste que socialiste. Parce qu'à long terme, comme disait l'autre, nous sommes tous morts. Donc si on veut éviter ce destin fatal, essayons de nous organiser différemment et de ce point de vue, allons vers les solutions quelquefois autoritaires pour nous protéger du désastre que l'humain provoque aux autres humains. Alors, il faut regarder la réalité en face. Il y a des mouvements dans la société française, mais aussi dans les sociétés européennes. C'est pour ça que la social-démocratie et que la gauche sont en difficulté partout dans le monde. Aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe. Et donc la cause du progressisme n'est pas quand même aujourd'hui celle que je pouvais connaître dans les années 70 ou 80. Alors quels sont les facteurs explicatifs ? Premier facteur, et Christophe Prochasson y est revenu, quelle est aujourd'hui l'identité qu'un citoyen pense qu'il peut ressentir ou exprimer ? Il y a encore quelques années, c'était une identité liée à la hiérarchie dans le travail. On pourrait dire une identité de classe. Je suis ouvrier, je suis employé, je suis salarié. Je me reconnais dans cette situation sociale qui me donne finalement ma position, y compris politique. Aujourd'hui, et c'est très intéressant ce qui s'est passé ces derniers mois, c'est plutôt une identité territoriale. Mon identité, c'est là où je vis, c'est là où je travaille, c'est là où j'ai mes modes de transport. Je me situe par rapport à, d'abord, ma position, non plus dans la hiérarchie, non plus dans la société, mais ma position territoriale. Ce qui explique qu'il y ait une fragmentation dans le pays, que par exemple, les banlieues n'aient pas suivi les gilets jaunes, et les gilets jaunes, les syndicats, etc. Chacun se détermine par rapport à ce qu'il pense être sa situation. Ça met en cause, finalement, toute la solidarité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de solidarité géographique, c'est des ronds-points en vallée d'autres. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de solidarité entre personnes qui vivent des conditions sociales comparables, mais il y a une solidarité qui paraît plus forte selon le territoire plutôt que selon la position dans la division internationale du travail. D'autant que le monde salarié a lui-même totalement changé. Avant, c'était des grosses unités, les grandes entreprises. On était fortement syndicalisés. Aujourd'hui, on est dans la logistique, on est dans le service à la personne. Quel est le lien qui s'opère ? Le socialisme était aussi lié, et là aussi c'est exact, à une forme d'organisation. L'organisation syndicale, l'organisation des entreprises, la démocratie locale, etc. Deuxième transformation, c'est que la mondialisation a atteint son point haut. C'est-à-dire que nous avons depuis 30 ans une mondialisation qui s'est marquée par les échanges, à la fois les biens, les marchandises, les services, la technologie aussi, et puis les migrations, etc.
Et on voit bien qu'on est dans une phase de repli de la mondialisation, de contestation, pas simplement de contestation comme on la connaît, sur les excès de la mondialisation, les déséquilibres sociaux. Non, on est dans une contestation de ce qu'est la mondialisation, c'est-à-dire finalement un système de dépassement des nations. Et c'est pour ça que là, les formes de nationalisme ont retrouvé de la force et quelquefois ont trouvé un soutien dans l'opinion. Donc on est devant, et parfois à juste raison, devant une contestation telle de la mondialisation qu'on revient vers l'État-nation. Or, l'État-nation, qui c'est vrai permettait le socialisme dans un seul pays, mais enfin ça n'a pas donné toujours des bons résultats, mais l'État-nation, par définition, est contraire à l'esprit socialiste. L'esprit socialiste, c'est l'esprit universel, c'est l'esprit d'ouverture, c'est l'esprit de liberté, c'est l'esprit européen, c'est les valeurs de régulation internationale, etc. C'est les institutions internationales. Bon. Troisième sujet, je l'ai évoqué, c'est-à-dire la question climatique plus forte que la question sociale. Finalement, ce qui compte, c'est la vie, et c'est pas simplement la réduction des inégalités. Sauf que lorsqu'il se passe des hausses de fiscalité, et que c'est considéré comme injuste, l'écologie n'apparaît plus comme la seule réponse. Alors, est-ce que face à cette situation, il y a une possibilité de régénération? C'est-à-dire, est-ce qu'il est possible que la social-démocratie mute pour devenir de nouveau l'espoir ou la solution? À mon sens, il y a là aussi des conditions qui lui permettent. Première condition, le creusement des inégalités, ce qui est d'ailleurs assez amusant. Maintenant, c'est le Fonds monétaire international qui dit « attention, les inégalités se creusent ». D'accord ? Sont des grands dirigeants d'entreprise qui disent « attention », tout en ayant au départ procédé à une augmentation de leur propre rémunération, « attention, ça peut exploser ». Ah oui, ça peut exploser. Donc, la question des inégalités, pas simplement à l'intérieur d'un pays, à l'intérieur aussi d'un continent ou du monde, la question des inégalités devient une question majeure sur le plan politique. Or, qui peut corriger les inégalités? Quelles sont les forces politiques qui ont cette volonté? Je pense que la social-démocratie a à la fois une méthode et une finalité. Deuxième exemple de ce qui peut lui donner quelque espoir, justement par rapport à l'écologie. L'écologie, qui maintenant irrigue toutes les formations politiques, tous les discours politiques, c'est de savoir comment on la mène. Et il y a quelque chose qui appartient à la social-démocratie, c'est deux choses. La première, c'est l'idée du long terme, c'est-à-dire qu'il faut dépasser l'immédiat, le marché, etc. Il faut donner des signaux, voire même intervenir directement, la planification, qui retrouve quelques valeurs, quelques fondements. Il faut donc être capable de pouvoir se projeter à long terme pour savoir quel monde on veut et comment on s'organise dans une société, de manière collective, tout en respectant la liberté individuelle, ce qui est un principe de la social-démocratie. Et la deuxième question, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'écologie sans justice sociale, et donc sans que des individus puissent être sûrs que les efforts qui leur sont demandés pour préserver la planète sont justes et correspondent à un juste partage. Et là aussi, je pense que la social-démocratie peut donner des garanties. Troisième illustration, ce que je disais des territoires. Puisqu'on a des territoires très fragmentés, la question qui est posée, c'est est-ce qu'il y a encore du commun? Est-ce qu'il y a encore un point qui rassemble celui qui habite la Lozère, celle qui vit à Sarcelles, celui qui est dans une métropole ou celle qui est dans un petit village ou une ville-centre? C'est ça la question. Qu'est-ce qui va faire qu'il y a quand même une communauté nationale d'abord, et une communauté humaine? Qu'est-ce qui fait qu'on a quelque chose qui nous tient, qui justifie qu'on soit ensemble? Et ça, ce que la social-démocratie avait été capable de faire en protégeant sur les aléas de la vie, enfin en protégeant les citoyens des aléas de la vie, la vieillesse, la maladie, le chômage, c'était ça finalement une façon d'être social-démocrate. On voit bien qu'aujourd'hui, la question, c'est qui m'assure une forme de stabilité. Je ne parle pas de sécurité, de stabilité de ma vie, qui va me donner la certitude que tout au long de mon parcours, je serai accompagné, en tout cas, je serai toujours prêt à la mobilité qui est parfois nécessaire, au changement qui
qui m'est imposé pour m'assurer la stabilité. Et ça, je crois que les réponses sont également social-démocrates. Enfin, il y a le monde. Et à travers lui, ou à côté de lui, ou à l'intérieur de lui, plus exactement, il y a l'Europe. Là, on verra peut-être d'autres questions là-dessus. Mais le retour du nationalisme justifie qu'il y ait une grande bataille, comme elle a été menée dans d'autres époques, pour les valeurs universelles et pour des principes d'organisation de la planète. Et là aussi, je pense que la gauche a plus de réponses que d'autres à formuler. Je termine là-dessus, parce que le socialisme était très attaché, vous avez raison, à la République. On a même dit que le socialisme en France était d'abord républicain, alors que la social-démocratie, par exemple en Allemagne ou en Suède ou dans d'autres pays, était d'abord liée aux forces sociales, etc., et à la question du travail. En France, c'est la question de la République. Si la social-démocratie connaît un épuisement et n'est pas capable de se régénérer, je pense que la République, en tout cas la démocratie, peuvent être en cause. C'est pour ça que je ne vous demande pas de défendre la social-démocratie, mais elle est une façon de défendre la République. Une des inquiétudes que l'on peut avoir aujourd'hui, dans votre génération, c'est de savoir si un jour l'extrême droite sera au pouvoir en France. Ce n'est pas une question virtuelle maintenant, ce n'est pas une question de cours, de scénario noir, de prospective. C'est une question qui doit être posée puisque c'est vrai ailleurs. Qui aurait dit qu'il y aurait un président d'extrême droite aux États-Unis? Donc, puisque c'est vrai, qui aurait dit qu'il y aurait des forces d'extrême droite en Italie qui seraient au pouvoir après ce qui s'était passé dans une période qui n'est pas si éloignée? Donc c'est la vraie question. Non pas pour dire qu'il faut faire peur, c'est pas ça la question. C'est dire quelles sont les forces politiques qui doivent redonner de l'espoir pour qu'il y ait d'autres solutions qui soient proposées. Justement, vous parlez de la menace de l'extrême droite et ça relie à un point que je voulais aborder avec vous deux. Le Front National et notamment Marion Maréchal Le Pen s'est retiré un peu de la politique pour créer son école, pour former les futurs cadres du Front National. On parle de crise de la social-démocratie, mais est-ce qu'on ne devrait pas l'aborder aussi sous le prisme de la crise des partis politiques en général en France? Quand on voit que le Front National est en train de préparer ses futurs cadres dirigeants, est-ce que la social-démocratie ne devrait pas finalement en faire de même? Pensez-vous finalement qu'il faille y avoir des structures pour former les dirigeants des partis politiques aujourd'hui? Peut-être en dehors de l'école normale supérieure. En dehors de l'école normale supérieure. En fait, le parti était vraiment une école de la vie. Le Parti communiste et aussi le Parti socialiste qui vraiment ont formé ses cadres. On lisait Marx, on apprenait Marx. Aujourd'hui, effectivement, ça se fait moins. N'exagérons rien, hein, quand même. Est-ce que ça pourrait être une solution? Bon, alors, moi je suis historien, donc j'ai du mal à me projeter dans l'avenir, naturellement. Mais je pense qu'on ferait fausse route si on se disait qu'on allait rebâtir. D'ailleurs, le président Hollande parle de la social-démocratie. C'est une entourloupe un petit peu parce que je ne suis pas sûr qu'en France, l'idée de social-démocratie soit si évidente que cela. On s'est accoutumé à avoir recours depuis quelques années à ce terme, mais même le président Mitterrand ne parlait pas de social-démocratie, il parlait de socialisme. Il parlait d'ailleurs c'est un autre âge, de rupture avec le capitalisme en 100 jours, encore en 81. Donc nous sommes devenus très très loin de ce monde-là. Et donc on s'est accoutumé à utiliser ce mot de social-démocratie qui désignait plutôt dans les années 60 et 70 la trahison de la gauche en référence à des modèles politiques tempérés, modérés et surtout fondés sur un modèle d'existence qui n'existait pas en France, sur une alliance forte entre le Parti socialiste et les syndicats, ce qui n'était pas le cas en France pour des tas de raisons, mais à commencer par une première qui était la faiblesse relative du syndicalisme en France, qu'on déplore régulièrement, mais qui est une affaire très très ancienne, qui remonte même à la fondation même du syndicalisme. Donc j'en reviens à votre question. Je pense qu'on se tromperait de route en disant, voilà, au fond, il n'y a qu'à faire du bouche à bouche à l'histoire,
et à réanimer les vieilles structures qu'on place dans un âge d'or où tout était merveilleux, ce qui est évidemment une façon inexacte et inadéquate de voir les choses. En revanche, et là je rejoins tout à fait ce que disait le président Hollande tout à l'heure, il est urgent d'en finir ou de freiner cette évolution qui nous conduit vers la société des individus et dans ce face-à-face terrible qui met d'un côté l'État et de l'autre côté les individus. Il est clair que, allez, retenons le mot, s'il doit y avoir social-démocratie, cette social-démocratie, elle est d'abord fondée sur l'idée de commun, de collectif, de corps intermédiaires, de tout ce qui rompt l'isolement de l'individu. Or, c'est une chose qui est un obstacle nouveau, car il me semble que le mouvement social auquel nous assistons est un mouvement social désinstitué, en quelque sorte, déconstitué. Et les modes d'action même sont des modes qui ne sont pas des modes d'existence collective, mais de coexistence d'individus les uns à côté des autres. Je suis frappé de voir, au fond, comment les personnes qui sont engagées dans le mouvement social ne se projettent pas dans l'avenir, mais sont écrasées dans leur présent. Et la façon même dont ils agissent sur ces fameux ronds-points, c'est moins une occupation qu'une habitation, c'est-à-dire une transformation immédiate du monde. Ce n'est pas le monde qu'on attend et qu'on prépare et qui va un jour advenir, ce qui était la façon de penser des socialistes, qui préparaient le monde futur, mais un monde qui doit être changé tout de suite, ici et maintenant. Et face à cela, évidemment, il y a des réponses spécifiques à apporter. Je pense que si le socialisme doit se relancer, ce que je souhaite le plus vivement du monde, eh bien, il doit aussi disposer d'une analyse correcte de la société. Je crois que le premier travail du socialisme aujourd'hui pour se reconstituer, d'ailleurs comme ça a été le cas, ne l'oublions pas, à la fin du XIXe siècle, je vais citer un autre ancien élève de l'école normale, Émile Durkheim, qui est tout autant le fondateur de la sociologie, enfin un des fondateurs de la sociologie, soyons modestes, et aussi quelqu'un qui réfléchit sur le socialisme. Et le socialisme est une sociologie aussi, en ce sens où il propose une analyse lucide de la situation pour pouvoir ensuite, évidemment, transformer le monde. Et je dirais qu'il faut travailler à cela. Or, il me semble que le socialisme et les forces de gauche en général ont un peu renoncé à ce travail d'analyse critique du monde social et du coup n'ont pas forcément les réponses adéquates, je ne dis pas qu'elles sont simples à trouver, mais à cette situation. Donc moi je dis que le premier temps de la reconstruction, c'est d'abord de faire un travail correct et pas simplement un travail d'expert, c'est-à-dire on voit bien qu'au fond, la gauche en général, et le socialisme en particulier, c'est un peu laissé emporter par l'expertise économique. L'économie l'a emporté au détriment d'autres savoirs, de l'histoire, de la philosophie, du droit, bref, de l'ensemble de ce qu'on appelle les sciences sociales, pour construire un projet politique sur quelque chose. On a réduit le socialisme à un économisme qui visait, c'était pas d'ailleurs tout à fait inutile, à une meilleure répartition des biens. Mais c'est pour ça que je citais en commençant la phrase de Charles Handler. Je veux dire que le socialisme avait aussi une ambition morale et philosophique, une ambition, presque une ambition religieuse d'une certaine façon, qui donnait du sens à l'action. Et une fois qu'on aura fait ce travail d'analyse correcte de la société, je pense que le deuxième temps, ce sera de donner du sens à notre vivre ensemble, en quelque sorte donner une direction à notre commune humanité. Justement, Monsieur le Président, quelle direction donner, d'après vous? Bon, quelques réponses quand même à Christophe Prochasson. Socialisme, social-démocratie, c'est un débat aussi vieux que l'idée elle-même. La social-démocratie, c'était ce qui relevait notamment des modèles où les syndicats jouaient un rôle et où les partis politiques étaient d'une certaine façon leur expression, et les syndicats les courroies de transmission. Le socialisme, je l'ai dit en France notamment, avait un côté plus républicain. Alors que
maintenant, la forme social-démocrate, quelquefois, moi, je l'utilise pour dire ce qui unit les socialistes en Europe, pour ne pas compliquer les choses. Mais en France, ça a une autre acception. C'est vrai ce que dit Christophe. Je me souviens d'une conférence de presse où je devais être depuis 2 ans aux responsabilités du pays, et les journalistes me posaient la question. Alors, vous êtes socialiste ou social-démocrate? Bon, je leur faisais mon numéro, qui ne les intéressait pas d'ailleurs énormément, parce qu'ils n'avaient pas forcément la même culture que Christophe Prochasson. Donc, je leur disais, mais non, la social-démocratie, ce sont les organisations syndicales, etc. Non, mais dites-nous, vous êtes social-démocrate ou socialiste? Au sens où, si j'abjurais du socialisme, je pouvais encore être accepté dans l'ordre tel que nous le connaissons aujourd'hui des idées. Donc, je fais attention, la social-démocratie, ce n'est pas le socialisme de droite, c'est la social-démocratie telle qu'on l'entend à l'échelle européenne, en tout cas. Deuxième réflexion, c'est que l'entreprise qui a longtemps structuré la vie économique, bien sûr, mais la vie sociale et la vie politique a moins d'importance. Vous avez tous le souvenir de 1936 et même de 1968, ou même de certains conflits, où on occupe l'entreprise. Là, dans le mouvement tel qu'on a connu, on n'occupe pas les entreprises, on occupe les ronds-points. C'est très différent. On occupe l'espace public, on manifeste, mais on n'est plus dans le rapport conflictuel lié à la répartition ou à l'injustice ou à l'accaparement du pouvoir. Bon, donc, il faut en tenir compte. Le socialisme ne peut plus simplement être fonction des réalités du travail. Il doit bien sûr partir de là, de l'émiettement du travail, de l'évolution du travail, de l'individualisation du travail, des tâches. Troisième idée, c'est que rien n'est possible sans penser. C'est-à-dire, imaginez qu'il y aura une gauche qui pourra revenir mécaniquement, c'est fini. C'est fini. Il y a eu sans doute une paresse de la part de la gauche. Parce que comme il y avait la droite, on se disait, bon, le jour où la droite échouera, ça sera notre tour. François Mitterrand, il avait quand même attendu 23 ans pour y parvenir. François Mitterrand s'était mis dans une position d'opposition telle qu'il savait que le jour où il y aurait une alternance, et si le Parti socialiste était suffisamment fort pour l'incarner par rapport au Parti communiste, parce que c'était plus rassurant, il pourrait gagner. Donc il avait pris le programme du Parti communiste pour éviter qu'il puisse le concurrencer, et il s'était placé comme une solution d'alternance. C'est ce qui, finalement, a prévalu. Puis ensuite, les alternances qu'on a connues, notamment avec Lionel Jospin, puis ensuite avec moi-même, c'était des alternances où, finalement, quand la droite avait échoué, Jacques Chirac faisant une dissolution, Nicolas Sarkozy se suffisant à lui-même, donc ça a provoqué l'alternance. Bon. Mais aujourd'hui, c'est fini. C'est fini, pas simplement en France, c'est fini ailleurs. Et c'est là que la question de la régénération se pose. Donc il faut de la pensée. Il faut essayer de comprendre ce qui se produit à l'échelle de notre pays, de l'Europe et du monde. Il y a quelque chose qui est en profonde mutation. Et dans les comportements individuels, et dans les technologies, et dans les rapports au travail, et dans le retour à une forme d'État-nation. Qu'est-ce qui se produit? Et on ne peut pas reconquérir sans cette pensée. J'ajoute, puisque vous avez posé cette question, que les partis politiques devraient avoir un rôle majeur. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de partis politiques, sauf le Front National. Regardez la situation. Vous avez à droite un parti les Républicains, qui est quand même la suite, pour les historiens, de l'UDR, des RPR, de l'UMP, c'est pas rien quand même, qui fédérait le gaullisme, le libéralisme et le centrisme. Ce parti est réduit maintenant à une fraction. C'est plus un grand parti, alors même qu'il a un réseau d'élus considérable. Mais c'est plus qu'une fraction, une sensibilité. Prenons au centre, la décision qu'a prise, et c'était bien son intention et c'est respectable,
Emmanuel Macron, c'est pas de créer un parti. Ça se verrait s'il y avait un parti En Marche. Ça se verrait, y compris dans cette période-là. C'est-à-dire de formation de militants, d'expression forte sur le terrain, de capacité. Non, le choix qui a été fait, peut-être était-ce à l'époque le bon, mais enfin, c'est de pas de créer une véritable organisation, avec une doctrine, avec des militants et avec une capacité de pouvoir aller convaincre. À gauche, c'est pas simplement l'émiettement, c'est qu'on refuse même l'idée du parti. Et du côté des insoumis, qu'on a du mal maintenant à classer à gauche quand même, du côté des insoumis, c'est l'idée non plus du parti, mais de l'homme qui incarne, comme il l'a dit lui-même, la République, la démocratie, le pays, tout ce qu'on voudra. Même s'il peut être contesté par un autre homme qui maintenant se dit finalement il n'y a pas de raison. Je fais du cinéma, je peux aller jusqu'au bout. Donc on voit bien que c'est plus une logique de parti, mais une logique de personne. On peut dire c'est la faute des institutions. Je ne suis pas sûr. Parce que les institutions, elles avaient quand même laissé une large place au parti. Mais aujourd'hui, on peut dire, bon ben voilà, ce sont des individus, et puis on se dit, pour la prochaine élection présidentielle, peut-être il surgira au dernier moment une personnalité qui trouvera la solution, et tant mieux, pour devenir président. Moi, je crois aux partis politiques, mais à la condition que les partis politiques eux-mêmes fassent l'effort de se constituer comme tels. C'est quoi un parti politique ? C'est d'abord une doctrine, une pensée. C'est ça le premier point. En étant socialiste, il y a quelques années, on se disait, on savait à quoi on croyait. Peut-être que c'était juste, peut-être que c'était pas juste, mais c'était une pensée, une explication du monde, une vision. Et puis, de l'histoire. Alors c'est vrai que quelquefois c'était un peu mémoriel, c'est-à-dire et Jean Jaurès, et Léon Blum, et François Mitterrand. Un jour peut-être que ça sera mon tour, donc j'en suis heureux, mais enfin pour l'instant ça ne prend pas le chemin. Donc il y avait ce côté mémoriel qui était sympathique et qui était nécessaire, parce que c'est une culture aussi la politique. Être dans un parti politique, c'est épouser l'histoire, c'est de savoir d'où on vient. Et c'est être capable, après, compte tenu des expériences du passé, bonnes, mauvaises, de pouvoir continuer. Ce qui est d'ailleurs très intéressant, parce que la personnalité de Léon Blum, puisque Léon Blum était aussi dans cette maison, puisque maintenant il faut citer les personnes qui étaient dans cette maison, Léon Blum a été détesté, rejeté. Je ne parle pas de Léon Blum au procès de Riom. Je parle du procès que lui avaient fait les socialistes eux-mêmes, une partie en tout cas d'entre eux, à la fin de la Troisième République. Puis ensuite, même quand il est revenu de déportation, c'est très difficile pour lui de faire prévaloir la ligne qui était la sienne. Et d'ailleurs, il n'a pas été suivi. Mais après, on a été dans la commémoration. Je termine, parce que je vois qu'il y a des questions. Et ce que je veux dire, c'est la pensée, c'est la formation, c'est le choix des candidats. C'est ça un parti politique. Et enfin, c'est aussi de pouvoir faire vivre la démocratie dans le pays. Et c'est pour ça que c'est très important. Et s'il n'y a pas de parti, il n'y a pas de capacité à pouvoir transformer un pays dans la durée. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Prochasson. Vous pouvez rester tous les deux. On va maintenant pouvoir passer aux questions du public qui sont adressées à vous deux. Voilà. Donc, nous avons mis en place une plateforme dans le courant de la semaine dernière pour que le public vous pose ces questions avant même la conférence, et le public a pu voter. Et voici la question la plus votée. La loi anti-casseurs vient d'être adoptée par le Parlement. Pensez-vous que cette loi est synonyme de recul démocratique ? C'est une question de Pauline. C'est à M. Prochasson qu'elle est adressée ou... À vous deux. Je l'ai évoqué tout à l'heure, même si c'était sur d'autres sujets. Il faut que chaque loi puisse apporter un progrès ou répondre à une situation. Il y a suffisamment d'éléments dans les lois existantes pour répondre aux violences telles qu'on les connaît aujourd'hui. Et il faudra regarder à l'expérience. La loi est votée, mais elle n'a pas été encore soumise au Conseil constitutionnel. Ça va venir dans quelques jours. Et on verra ce que le Conseil constitutionnel retient. Mais je pense que cette loi anti-casseurs, qui peut correspondre à une nécessité, en se disant ça casse, donc il faut une loi. Non, ça casse, on a déjà connu.
des périodes comme celle-là, on peut y répondre par des moyens efficaces, fermes, durs à l'égard des casseurs, sans avoir besoin de faire un certain nombre d'exceptions, notamment de rétention administrative. L'interdiction de manifester existe déjà. Moi, il m'est arrivé, que je vous l'ai dit tout à l'heure, d'interdire des manifestations ou des lieux où il ne pouvait pas y avoir de manifestants. J'ai affronté des violences. Vous vous rappelez ce qui s'est passé pendant la loi El Khomri, etc. On en a eu des violences. Mais on peut le faire avec les moyens du droit existant. On verra à l'expérience ce qu'il y a lieu de retenir. Alors, une question à laquelle peut-être vous pourrez répondre aussi, Monsieur Prochasson. Vous estimez-vous responsable de la déconvenue de la gauche, Monsieur le Président? C'est M. Prochasson, oui, bien sûr. Monsieur le Président et Monsieur Prochasson, vous exprimez également sur le sujet concernant... Monsieur le Président, vous n'êtes pas solidaire, c'est mal. Oui, bien sûr. Je pense que lorsqu'on se... moi j'ai été militant socialiste pendant un certain nombre d'années, il y a très longtemps, jeune militant socialiste. Je pense que la question était vraiment... Oui, mais Monsieur le Président... Chacun a sa part de responsabilité. Oui. Mais oui. Ah, est-ce que François Hollande est responsable de la déconvenue de la gauche? Alors... Parlez sans crainte, maintenant, vous ne risquez plus rien. Non, mais je suis loyal et j'ai de la mémoire. Écoutez, non, je vais prendre la position de l'historien, puisque je crois que je suis convié en cette qualité-là. Il y a quelque chose d'assez intéressant dans l'histoire de la gauche, c'est qu'on cherche toujours le responsable de la trahison. Le thème même de la trahison, avec François Hollande, il nous est arrivé d'en parler à plusieurs reprises, est un thème fort et qui accable la social-démocratie. La social-démocratie est, par définition, l'image de la trahison. C'est la trahison. Ça a commencé tout de suite. D'ailleurs, la première fois qu'il y a eu un ministre socialiste au temps de l'affaire Dreyfus, Alexandre Millerand, on a tout de suite dit qu'il trahissait. Il y aurait beaucoup de choses à dire d'ailleurs sur l'exercice du pouvoir. Car quand on exerce le pouvoir, on est forcément un traître, on est forcément quelqu'un qui renonce en quelque sorte à porter l'idéal exigeant du socialisme. Alors, comme le rappelait le président Hollande à l'instant, tous les grandes figures du socialisme ont été soumis à cette accusation-là. Même celle qu'on évoque aujourd'hui comme quelque sorte qui échappant à la malédiction, je pense à Jean Jaurès, qui est le saint parmi les saints, Léon Blum... mais il y en a qui sont plus maudits que d'autres, on va dire. J'espère que vous ne serez pas dans cette catégorie. Je pense à Guy Mollet, par exemple, qui a dû assumer une postérité particulièrement difficile. D'ailleurs, vous ne l'avez pas cité, alors qu'il a quand même incarné le socialisme pendant un certain nombre d'années. Mais François Mitterrand a été lui aussi, à partir de 1983, accusé de trahison, même si curieusement, d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon lui invente une postérité, enfin du moins une mémoire posthume qui est d'un autre ordre. Donc, est-ce que François Hollande a plus trahi que les autres? Je ne le crois pas. Il a trahi comme les autres, on va dire. Il est donc responsable comme les autres dans la mesure où il a accepté l'exercice du pouvoir. Et je crois que c'est là que la question se pose. C'est est-ce que dans cette culture de la gauche, on va pouvoir exercer le pouvoir sans donner le sentiment que l'on renonce? C'est pas facile parce que on articule quand on est de gauche deux temps. Le temps de l'action immédiat, pris dans des contraintes terribles, et puis toujours cet idéal de transformation du monde auquel, je crois, on ne peut pas renoncer lorsqu'on est de gauche. Je crois que c'est cela qui définit le fait d'être de gauche et le fait d'être socialiste. C'est pour ça que moi je suis attaché à ce mot de socialiste. Je pense que socialiste, ça veut dire qu'on veut changer le monde et qu'il ne faut pas renoncer à cela. Alors quand on exerce le pouvoir, il faut articuler les deux choses et forcément, eh bien, on est responsable donc quelque part de, je pense que c'était le sens caché de la question de cette décomposition, de cette déconvenue, plus exactement. Donc je vais répondre à mon tour en remerciant Christophe Prochasson pour son plaidoyer.
il y a deux mots qui reviennent souvent lorsque la gauche accède aux responsabilités, surtout gouverne, et j'ai assumé cette tâche. Le premier mot, c'est la déception. On avait même inventé, avec l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand, puis son premier mandat, l'expression « les déçus du socialisme ». Parce que la gauche, forcément, n'est pas à la hauteur de sa promesse. Elle peut l'être dans une forme initiale. C'est les formules qu'on a connues avec Léon Blum, les 100 jours, et les grandes lois qu'on a connues avec François Mitterrand, qu'on a connues aussi avec Lionel Jospin, aussi sur certains textes avec moi. Donc il y a une période où on agit conformément à ces engagements, et heureusement. Puis après, il y a la déception, qui tient d'ailleurs moins à l'exercice du pouvoir qu'à la réalité des résultats. Pour ce qui me concerne, c'était la question du chômage qui était la question première. Et puis arrivent d'autres thèmes, la sécurité, la lutte contre le terrorisme, qui n'était pas dans mon programme, au sens où je n'avais pas proposé de faire 3 lois sur la lutte contre le terrorisme. Mais le deuxième mot, c'est la trahison. Et ce mot, il est toujours employé contre les socialistes par une partie de la gauche qui fait le procès. Et ce procès a été ouvert à toutes les époques. Léon Blum, traître. C'était ce que disait le Parti communiste à la fin du Front populaire. François Mitterrand, traître. C'est lui qui, finalement, a préféré l'Europe au socialisme. Lionel Jospin, d'une certaine façon, n'a pas été traité de traître. Reconnaissons-le. Mais enfin, l'éclatement de la gauche a fait qu'il a été écarté du second tour. Et moi-même, c'était quand même le procès, alors, finalement, c'est quand le changement ? Je me souviens de cette scène assez cocasse où c'était le premier été, j'étais à peine parti en vacances, je n'en fais pas ici de référence à quoi que ce soit, mais je n'étais pas parti en vacances quelques jours, et le gouvernement venait d'être constitué, le Parlement venait d'être, enfin l'Assemblée nationale d'être réunie. J'arrive à une foire, Châlons-en-Champagne, et la CGT avait organisé un comité d'accueil, pas désagréable, et la personne qui conduisait le rassemblement, pas encore agressif, me dit alors, c'est quand le changement ? Le changement, c'est tout de suite. Donc c'est ça l'idée, que la gauche va provoquer un changement rapide. Puis après s'en aller, c'est pas grave de ne pas durer. Le principal, c'est de faire, puis on s'en va. Et donc la gauche doit faire l'apprentissage de la durée. Et elle a beaucoup de mal. Et c'est pour ça que je prends ma part, bien sûr, de ce qui s'est produit. Mais je crois surtout que c'est la gauche qui n'a pas forcément confiance en elle-même. Il faut qu'elle assume ce qu'elle est. Et le problème de la gauche, c'est qu'elle n'a jamais complètement assumé. Enfin, je parle des socialistes. Et pour les avoir dirigés longtemps, je les connais bien, je les connaissais bien. Donc, ils n'ont jamais complètement assumé ce qu'ils sont ou ce qu'ils étaient. C'est-à-dire des réformistes, c'est-à-dire des gens qui allaient gouverner. Et ils étaient toujours sous la pression d'une partie de la gauche. Ça continue, en disant non, vous n'avez pas fait ce que vous deviez faire, vous avez été tiède, mou, vous avez concédé, etc. Et pour ne pas déplaire à une partie de la gauche qui ne veut pas gouverner avec les socialistes, on dit oui, c'est vrai, je bats ma culpe, c'est de ma faute, c'est ma très grande faute, etc. Eh bien non, il ne faut pas à un moment battre sa culpe. Il faut plutôt mettre ses poings en situation de combat plutôt que de se frapper soi-même. Et le jour où les socialistes comprendront que leur adversaire, ce n'est pas eux-mêmes, mais ce qui se passe dans la société, ils auront là fait un progrès pour la régénération. Merci, Monsieur le Président. On va maintenant ouvrir aux questions de la salle. Donc, il y a un micro qui va passer. Et si vous pouvez répondre peut-être un tout petit peu plus rapidement, comme ça on peut donner la parole à plusieurs personnes dans le public. Monsieur le directeur, Monsieur le Président de la République, bonsoir. L'acte que nous allons accomplir
est beau comme une rose dont la tour Eiffel assiégée à l'aube voit s'épanouir enfin les pétales. L'acte que vous avez accompli, Monsieur le Président de la République. Je voudrais vous en remercier. Vous avez parlé de déception, vous avez parlé de trahison. Je voudrais vous en remercier pour ce qu'elle représente une preuve que la gauche sait aussi être belle, elle sait aussi être le synonyme de valeur. Merci, en un mot. Je voulais vous interroger sur le climat, je voulais vous interroger sur les listes Place Publique, Parti Socialiste Nouvelle Donne, dont vous avez déjà dit quelques mots en faisant une référence à l'instant. Mais finalement, votre dernière intervention, enfin celle d'avant, m'a amené à changer ma question. Quel livre nous recommanderiez-vous, l'un et l'autre évidemment, pour l'histoire de la gauche ? Je cite souvent celui que j'ai lu il y a quelques semaines maintenant, et qui est sur une histoire d'amour, qui est celle de François Mitterrand à travers les lettres à Anne Pinjot. Et en même temps qu'il vit cette histoire d'amour, c'est au milieu des années 60, ça commence en 63, 64, il fait le parcours qui va le conduire jusqu'à la présidence de la République. Puis ensuite, les lettres sont moins nombreuses, parce que la vie sans doute est commune. Je ne reviens pas là-dessus. Mais tout ce parcours, moi, m'a saisi, parce que c'est le parcours d'un élu local, d'abord. C'est le parcours d'un dirigeant politique parfois seul, parfois entouré et accompagné avec le Parti socialiste. Et c'est un dirigeant qui ne renonce jamais et qui décrit ce qu'est la vie politique à cette période. Donc ça, c'est une histoire du socialisme de la Ve République. Ça s'arrête, bien sûr, à la fin du mandat de François Mitterrand. Donc voilà, moi, ce que je trouve intéressant, ce sont les histoires humaines qui font que ce que l'on croit impossible peut advenir. C'était impossible d'imaginer que la gauche puisse arriver au pouvoir avec le gaullisme, avec la droite telle qu'elle était. Ça s'est fait. C'était impossible d'imaginer l'union de la gauche avec un parti communiste qui était l'un des plus puissants d'Europe et qui était lié à l'Union soviétique. C'est impossible d'imaginer qu'il puisse y avoir des mesures aussi fortes que celles qui ont été prises. Eh bien, ça s'est fait. Et c'est pour ça que c'est au-delà de l'histoire personnelle, c'est une histoire de la gauche telle qu'elle peut aujourd'hui encore s'écrire, c'est-à-dire que l'impossible est possible, à condition d'être tenace, à condition d'y croire, à condition d'être capable d'être accompagné, d'être entouré et de se donner cet objectif d'offrir à un pays, ce qui était quand même l'essentiel, l'alternance et des réformes qui ont duré. Donc voilà, moi je pense, si vous avez du temps, vous pouvez lire ces lettres, qui sont des lettres politiques. Moi j'ai proposé 2 livres beaucoup plus austères, qui vous emportent moins, mais parce que, comme le disait François Hollande tout à l'heure, parce qu'il faut encore croire aux idées et que la régénération du socialisme passera aussi par les idées. D'abord un livre parce qu'il ne faut pas oublier que le socialisme est une affaire européenne, mondiale aussi. C'est le grand livre d'Axel Honneth, L'idée socialiste. J'en profite pour dire d'ailleurs que l'École des hautes études a invité Axel Honneth au mois de juin dans sa conférence annuelle Marc Bloch. Et ce sera une conférence importante sur laquelle il livrera une réflexion sur l'idée de solidarité, qui peut être un moyen de régénérer le socialisme. Et puis un autre livre, aussi important, je crois, face aux défis actuels, qui est le livre qu'ont co-signé le philosophe Bruno Carcenti et le sociologue Cyril Lemieux, qui s'intitule « Socialisme et sociologie », qui détaille ce que j'évoquais rapidement tout à l'heure, c'est-à-dire comment le socialisme et la science sociale se sont rencontrés et se sont adossés l'un à l'autre. Merci beaucoup. Une autre question peut-être ? Merci. Bonsoir Monsieur Hollande. Je voulais vous poser une question sur vos ambitions électorales futures.
Je suis moi-même adhérent du Parti Socialiste, et alors je voulais vous demander si vous comptiez vous présenter à la mairie de Tulle. Je sais que vous avez acheté une maison là-bas il y a quelques mois. Moi-même, je suis corrézien aussi. Et donc, je me demandais si vous vouliez prendre la mairie à Bernard-Combe, si vous vouliez faire un pied-à-terre peut-être là-bas, et si vous avez des ambitions électorales dans les années à venir. Merci. Donc, je salue le corrézien, le socialiste, et l'élève qui veut savoir si je vais redevenir ce que j'ai été. C'est-à-dire, j'ai été maire de Tulle. J'ai été député de cette ville, de circonscription qu'il embrassait, pendant 30 ans. Et je pense qu'il ne faut pas forcément repasser par les mêmes lieux. Je suis propriétaire à Tulle. C'est là que j'ai pensé que l'investissement immobilier était le plus rentable. Donc, j'ai fait cet acte justement pour dire à toutes ces personnes qui m'avaient soutenu que je venais vivre avec eux le temps que je suis à Tulle, une fois ou deux par mois, mais que je voulais justement leur montrer que mon attachement n'était pas lié à un mandat politique. Parce que je n'étais pas corrézien. Je suis arrivé en Corrèze en 1981, parce qu'à ce moment-là, personne ne voulait se présenter contre Jacques Chirac. Et puis, finalement, je suis resté dans le département, et beaucoup ont pensé que je venais pour briller des voix, pour chercher une légitimité, ce qui était vrai, pour chercher un soutien. Et je voulais leur montrer, par cet acte d'être avec eux, parmi eux, que j'étais reconnaissant pour ce qu'ils m'avaient donné, sans briguer quoi que ce soit localement. Et en plus, il y a un très bon maire de Tulle qui a été mon assistant parlementaire, qui a été mon adjoint, enfin bref, qui est un très, très bon maire. Voilà, mais si vous avez d'autres lieux, peut-être que je pourrais regarder, mais pour l'instant, donc, je n'ai pas d'ambition. Merci beaucoup. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux d'être venus.